Alors Guillaume, raconte-nous tout. Donc tu nous as dit que tu es chez Partout depuis 7 ans, c'est C'est ça? ça, Et donc depuis 6 ans, tu as une équipe. c'est ça. Comment ça s'est passé quand tu as décidé de monter l'équipe? À quel moment tu t'es dit c'est le moment, je peux plus gérer tout seul ou c'est pas intéressant que je gère tout seul? Alors moi, quand je suis arrivé chez Partout, on était 8 en tout dans la boîte. Il y avait 2 commerciaux et une personne au support. Et donc moi, à la base, je suis arrivé sur la partie support. Et je me suis rendu compte assez rapidement que les commerciaux m'emmenaient systématiquement en rendez-vous parce que eux, ils étaient assez focus sur faire de l'acquisition. On était au début de la boîte. Donc gros focus acquisition, et ils connaissaient pas les tenants et les aboutissants finalement des projets des clients, et donc ils avaient besoin d'une nouvelle voix pour venir expliquer ce qui se passait et montrer que les projets étaient des réussites. Donc j'y allais au début en tant qu'intervenant en support technique, et puis j'ai vu qu'il y avait un besoin un peu plus important que juste répondre à des problématiques techniques, mais vraiment de montrer qu'on est en succès. Du coup, j'ai acheté quelques bouquins américains, j'ai regardé ce qui se faisait aux États-Unis, et j'ai compilé tout ça dans une grosse presse que j'ai présentée à mon CEO en lui disant, j'ai le sentiment que c'est ça qu'il faut faire. En tout cas, c'est ce qui se fait ailleurs et ça a l'air de fonctionner. Et ça a été finalement assez une évidence, ne serait-ce qu'en termes de séparation des missions, où moi je suis venu en disant, voilà, les commerciaux, il faut qu'ils fassent de l'acquisition. S'ils font de l'acquisition, ils peuvent pas être focus sur la rétention. Donc donnons chaque mission à une équipe dédiée. Donc, dans un premier temps, il a fallu évangéliser le rôle du Customer Success Manager. Donc, tu es passé de support à CSM Ouais, et en splittant bien effectivement les rôles. Qu'est-ce qu'un sales? À quoi il sert? À quoi sert un agent de support? À quoi sert un CSM? c'est ça. Et à quel moment tu t'es dit, donc quand tu es monté en CSM, je ne peux plus le faire tout seul, il faut que quelqu'un d'autre me rejoigne? En fait, je me le suis dit directement. J'avais pas l'intention de rester seul sur cette mission-là. Et donc, quand j'ai présenté mon plan, j'avais déjà un plan sur un an, on va dire, avec déjà la prévision de recruter quelqu'un. En fait, souvent, on se dit quelle est la charge de travail que peut encaisser un CSM, et c'est très souvent lié à ses missions. Mais en fait, cette charge de travail, il y a un maximum, on va dire. Et du coup, moi, je me suis dit, le maximum, il correspond à un nombre de comptes que je peux gérer. Et donc, moi, je m'étais dit, voilà, je peux pas, en tant que CSM, gérer plus de 50 comptes parce que je les gérais tous de la même façon, qui me rapportent 10 000 ou 100 000 euros par an. Pour moi, ils avaient tous le même accompagnement. Et donc, j'ai capé ça à 50, ce qui permettait de prévoir des recrutements selon les forecasts sales. 50 comptes par CSM. Comment tu es arrivé à ce niveau-là? Parce que vous avez combien de comptes à peu près sans donner trop Aujourd'hui, d'informations? À l'époque où tu commençais déjà, comment tu t'es dit, OK, 50, c'est mon max. Est-ce que je dois passer 10 heures par an avec un compte, 100 heures? Est-ce qu'il faut que je délègue des tâches? ouais. En fait, c'est ça. Au début, moi, quand je suis arrivé, on avait 25 clients en tout. Donc, au début, ça va, je pouvais tous les gérer. Et c'est quand je suis arrivé à la quarantaine, etc., j'ai senti que je commençais à bloquer, surtout parce qu'en fait, quand on est tout seul au début, on gère aussi l'onboarding. Plus ça arrive, moins on a de temps pour gérer ceux qui sont avant. Et du coup, c'est surtout pour ça, je me suis dit, tous les prochains, je vais pas pouvoir les gérer car j'ai déjà beaucoup à faire sur ceux que j'ai déjà. Ok, je vois. Et quand tu as décidé d'engager quelqu'un pour te rejoindre, le sujet du management, est-ce que tu t'es positionné directement comme manager ou pas? C'est un autre sujet qu'on va pas aborder dans ce webinaire. Mais comment tu as décidé que cette personne aurait le même rôle que toi, qu'elle serait high touch, low touch, peut-être plus un profil onboarding? Comment tu t'as décidé je vais pas y arriver, de la spécialisation ou du profil de la personne à engager après toi? En fait, donc nous, on était autofinancés, donc on était toujours en flux tendu sur les recrutements, et on était assez court-termiste finalement. Et en fait, on venait de lancer le marché espagnol. Et donc, moi, je parlais pas espagnol, donc le besoin, il a été focus là-dessus. Il me faut quelqu'un capable de gérer le day-to-day avec les clients en espagnol. Donc, c'était ça mon premier sujet. Et donc, un customer success, parce que vu que je pouvais pas gérer des comptes et qu'on commençait à en avoir, il me fallait quelqu'un pour gérer les 50 premiers comptes. Et d'ailleurs, cette personne-là, c'était un franco-espagnol, parce qu'il fallait quand même que je garde une certaine flexibilité pour gérer les deux types de comptes. Et moins d'un an après, j'ai recruté quelqu'un qui parlait vraiment, qui était dédié au marché espagnol. Mais en fait, au début, c'était assez hybride. Et après justement ces deux personnes, enfin donc la première personne c'était plus un besoin, je ne parle pas espagnol, j'ai besoin de quelqu'un qui les gère, donc j'engage quelqu'un. Quand tu as eu toutes les compétences à disposition,
comment tu as décidé, enfin, comment tu t'es dit, voilà, je peux gérer toutes les langues ou tous les clients qu'on a à disposition. Comment ça s'est passé? Est-ce que dès que tu avais 50 clients supplémentaires, tu disais je vais engager un CSM supplémentaire? Parce que c'est pas super scalable non plus? C'est ça, en fait, moi je réfléchis en compte, mais mon département finance et recrutement réfléchit en ARR, en revenu récurrent, et donc on s'est fixé une limite dans le business plan. On s'est dit, dès qu'on prévoit d'avoir X milliers d'ARR, ça déclenche un recrutement 3 mois avant cet ARR prévu. Donc on est forcément enfin, il faut être calé sur le prévisionnel des sales pour pouvoir anticiper les recrutements, parce que recruter quelqu'un, ça peut prendre 3 mois, plus une formation qui peut prendre 1 à 3 mois selon la complexité des organisations et des produits. Voilà, il fallait être capable de les anticiper. Donc moi, on se disait, voilà, les sales, si on projette qu'ils fassent X% de leurs objectifs, on aura tant d'ARR à ce moment-là, donc il faut qu'on ait un CS prêt à être opérationnel à ce moment-là. Ok. Au niveau de la partie opérationnelle, CSM, c'est très clair pour moi. Donc cette histoire d'ARR, je pense qu'on arrive à avoir une bonne visibilité. Maintenant, au niveau de ton management, c'est un peu, je me pose pas mal de questions parce que déjà le management ne savait pas quelle était la différence entre, enfin c'était très flou au niveau du split CSM, sales, support. Comment justifier ce coût additionnel à ton management, et puis surtout les tâches du CSM, c'est hyper flou pour un CEO, je suppose. Donc, comment tu as fait pour lui expliquer, voilà, la valeur que j'apporte, c'est ça, j'ai besoin de tant d'argent à mettre sur la table pour tous les X, parce que c'est aussi un budget pour les CEO. On pourrait en parler plus aujourd'hui à cause du contexte économique un peu pourri. Mais comment ça s'est passé au niveau du buy-in? En fait, très rapidement, il fallait qu'on soit aligné dans la boîte. Moi, je considère que le succès client, c'est pas l'affaire d'un département, mais c'est vraiment tout le monde. Donc, il fallait qu'on soit aligné. Et donc, ça, ils ont réussi à le comprendre très rapidement. Et c'est pour ça que moi, j'ai eu un poste au Comex, par exemple, rapidement pour représenter la voix du client. Mais pour les convaincre, c'est juste ce que tu dis. Il faut vraiment que le CS il soit vu comme un driver de revenus et pas un centre de coûts. Ça, pour moi, c'est vraiment la base. Et en fait, quand on creuse un peu ce sujet-là, je pense qu'il faut montrer à sa direction tous les avantages d'une stratégie Customer Success et pas tous les coûts, plutôt les avantages. Et dans ces avantages, il y a notamment une réduction des coûts de support. Quand on a un success qui est bien fait, en général, il y a moins d'interactions côté support et un client fidèle aussi va moins solliciter le support parce qu'il sait déjà comment ça fonctionne. Un client fidèle, il a tendance à acheter plus. Il vous connaît déjà, c'est plus facile qu'une nouvelle acquisition. Il va avoir moins tendance du coup à bouger. Il va être ambassadeur aussi. Et ça, quand on est early stage, finalement, le referral, c'est ce qui est le plus important. Si nos premiers clients sont pas satisfaits, on a du mal à avoir des références et du coup, on a du mal à faire cette hyper croissance du début. Donc, montrer qu'on va avoir des ambassadeurs et que finalement, ça pourrait limite rentrer dans le coût d'acquisition. Cette partie success, en fait, on optimise la manière dont on va pouvoir faire rentrer des clients aussi. Les clients fidèles, ils aident aussi à améliorer les produits. Ça, c'est un peu moins direct sur les revenus, mais c'est quand même quelque chose qui est important de dire, avec un success, on va faire un produit qui correspond à des besoins et donc on va plus facilement le vendre. Et je pense, moi, ce qui était aussi le plus important, et je considère encore aujourd'hui très important, c'est l'impact positif sur les équipes d'avoir un service client efficace. J'ai des potes qui travaillent dans des boîtes où leur service client est pas top. Ils sont pas fiers d'aller vendre des produits dans ce genre de boîte. Les techs sont pas forcément fiers de développer des fonctionnalités qui vont pas être utilisées. Alors que quand on a un customer success qui est solide, tout le monde est engagé dans ce projet d'accomplir la mission de la boîte et donc de délivrer de la valeur à ses clients. Ok. Et attends, je peux peut-être compléter si tu veux là-dessus, mais donc voilà, une fois qu'on a mis en avant tous ces éléments-là, je pense que ce qui peut être utile aussi, c'est de montrer une étude de cas de ce qui a été fait dans une boîte similaire ou dans un autre SaaS. C'est dire, regardez, eux, ils l'ont fait de telle manière, voilà les résultats qu'ils ont obtenus pour appuyer un peu ce qu'on vient d'avancer. Et du coup, il faut aussi avoir un plan d'action clair. C'est pas le tout d'amener comme ça une problématique à sa direction, mais c'est bien, je pense, d'ouvrir la conscience sur ce qui se passe et après de dire, voilà comment moi je compte le tacler, voilà le plan d'action et voilà de ce dont j'ai besoin de votre part. Et une fois qu'on a fait tout ça, si on a un go, ensuite, je pense que c'est surtout de suivre les résultats, de montrer que c'était une bonne décision et donc de s'appuyer sur tous les KPI qu'on connaît en Customer Success. Ok. Très clair. Là, tu vois, on a vraiment parlé de la partie stratégique. Maintenant, en tant que manager et même pour défendre, tu vois, ton projet auprès de ton CEO, il faut parler des tâches et des side projects pour monter, faire grossir son équipe et la faire monter en compétences également.
est-ce que déjà par rapport à ton management, tu as dû dire, enfin par rapport à ton CEO, tu as dû dire, bah voilà, sachant que pourquoi j'ai besoin de 50 clients? Parce que on va passer X% du temps, X heures sur l'onboarding, X heures sur l'adoption, X heures sur l'expansion, etc. Et puis même au niveau des CSM, comment tu t'organises au niveau des principales tâches versus les side projects, s'il y en a? J'ai fait exactement ce que tu as dit. J'ai dit, bah voilà, on travaille tant d'heures par semaine. Donc déjà, j'ai enlevé tout ce qui est RTT, congé, le maladie. On avait évalué à 5% à peu près du temps. Enfin voilà, tu t'enlèves déjà tout ce qui est obligatoire, donc tout le temps qui n'est pas travaillé. Ensuite, tout ce qui va être les réunions internes. Donc moi, je dis, bah voilà, on a 1 heure tous les vendredis où il y a toute la boîte, donc c'est 1 heure où ils travaillent pas. Enfin, où ils travaillent pas pour les clients. On a 1 heure de team d'équipe. Etc. Donc, tu enlèves en fait tous les rituels que tu as déjà et il te reste un temps de travail effectif. Et donc, moi, j'avais calculé, bah voilà, sur un grand compte, on veut faire de 4 QBR, donc des Quarterly Business Review. Ça prend 1 heure de la faire, ça prend 2 heures de la préparer et une demi-heure pour la finir. Donc, j'en ai 4 par an, donc j'ai déjà 15 heures par an par client sur cette tâche-là. Et l'idée, c'est d'arriver à peu près à sizer comme ça l'ensemble des tâches. Et il n'y a pas longtemps, j'ai refait l'exercice et je me suis rendu compte que sur une de mes cibles, je demandais à certains de faire des semaines de 80 heures, c'était pas possible, donc on a pu reprioriser. Et ça permet de rester sain comme ça dans la gestion aussi de sa charge de travail. Et justement, donc tu disais que tu as pu voir à terme que tu demandais à certaines personnes de bosser 80 heures. Tu revois justement cette projection et si oui, tous les combien? On va dire au moins 1 fois par an, parce que ça change pas. C'est surtout là quand justement on va rajouter des tâches, où là justement j'étais en train de revoir la taille des portefeuilles parce qu'on est en train de mettre en place une stratégie digitale SME sur notre partie Enterprise France. Donc ça veut dire accompagner un plus grand nombre de clients avec moins de touchpoints par client. Et donc je voulais voir si le nombre de comptes que j'avais annoncé était réalisable ou non. Et du coup on a ajusté, on a baissé le nombre de comptes pour que ça tienne dans une semaine. Et au niveau opérationnel, ça se passe comment? Parce que là, on a parlé de la partie stratégique. Pour les CSM, tu leur demandes de splitter comment leur temps entre chaque client. Donc, on a parlé des QBR, mais comment ça se passe en termes d'onboarding, d'adoption, de recherche d'expansion? Ouais, ça va être très spécifique, je pense, à la maturité de la boîte et du coup aux missions du CSM. Nous, maintenant, on est plus de 400, on doit être 430 et du coup, il y a pas mal des missions. Pardon? Dans l'entreprise. Ouais, dans l'entreprise. On est 430 dans l'entreprise et on est une centaine du coup au service client. Mais en fait, le fait qu'on soit 430 à côté, ça nous enlève beaucoup de missions. Quand on était 8, moi, je devais faire aussi pas mal, enfin, un peu de produits, un peu de marketing, du support, etc. Et donc là, nos CSM, ils sont beaucoup plus spécialisés. Et donc, ils vont avoir des ressources externes pour les aider, même sur la partie data. On est une équipe data, moi, j'avais pas ça. Et donc, ça change pas mal. Et donc, c'est pour ça qu'on revoit assez régulièrement quelle est la charge de travail, comment elle est allouée. Et en fait, moi, je vais avoir aussi des CS qui vont être spécialisés sur les key accounts. Donc, ils vont avoir entre 15 et 20 comptes. Il y en a qui vont avoir une quarantaine de comptes, ça va être notre mid-market. Et nos SME, ils vont plus être sur une centaine de comptes. Donc, forcément, je ne peux pas leur demander le même investissement sur chacune des tâches. Et il y en a qui vont être plus dans du run que d'autres, aussi en fonction de où est-ce qu'ils en sont dans leur portefeuille. Parce qu'on recrute chaque année. Enfin, l'équipe a doublé quasi chaque année depuis 6 ans. Et donc, à chaque fois, les nouveaux qui arrivaient, ils avaient plus de bandes passantes pour peut-être faire du projet, apporter un œil neuf sur nos process, etc. Donc, c'est quelque chose après qu'on va revoir au trimestre par les managers sur comment ils peuvent prioriser leurs tâches. Donc, tu ne vas pas rentrer dans le micro-management ou un management plus spécifique pour dire je veux que vous passiez X temps sur la montée en compétence d'un compte. Tu dis en règle générale, tu dois passer X heures sur un compte, tu fais ce que tu veux sur ce compte et on doit arriver à ce résultat. Tu ne vas pas rentrer dans le détail, c'est ça? Ouais, pas vraiment. Et en fait, après, c'est au manager. Pour moi, manager de proximité, on va dire, qui va faire les RP toutes les semaines, etc., de voir quelles sont les priorités et de réajuster. Si par exemple, on arrive à anticiper qu'on a un compte qui est à risque dans 6 mois, peut-être qu'on va faire un plan d'action spécifique sur ce compte-là. Mais voilà, ça va plus être en fonction des situations, ça va être conjoncturel. Ok. Donc, tu parlais de Key Account Manager, donc tu vas bientôt te lancer sur le low touch, mais on en parlera un peu plus tard. Comment ça se passe? À quel moment tu t'es dit, je peux plus engager de profils
généralistes ou en tout cas des profils qui te ressemblent, il faut que j'engage des postes spécialisés. Alors déjà, c'est quoi des postes spécialisés et à quel moment dans l'expansion de partout ça a été le bon moment? Bah, moi, au tout début, ça a été, j'ai été le premier success et il y avait un care avec moi. Et du coup, après, ça a été côté success un split en fonction des langues. C'était la priorité. Et côté care, on a splitté assez rapidement le support et l'onboarding. Parce qu'en fait, l'onboarding, c'est du projet. Le support, c'est plutôt du run. Et donc, c'est là où, en fait, c'est là où je pense que c'est compliqué de s'organiser. C'est quand tu mélanges du projet et du run systématiquement. Et donc, on s'est spécialisé comme ça. Après, au niveau des missions, moi, j'avais créé un programme en fait dans mon équipe qui permettait justement à chaque CS d'avoir aussi une spécialité. Donc, on avait tous un tronc commun de métiers. Mais par exemple, on disait, bah, toi, tu es enfin, t'as la spécialité marketing. Donc, dès que le marketing va avoir besoin d'un succès pour organiser un webinar, aller sur un salon, c'est toi qui y vas. Toi, tu vas avoir la spécialité commerciale. Dès qu'un commercial a besoin en avant-vente pour closer, d'avoir l'appui de quelqu'un côté projet, bah, c'est toi qui y vas. Toi, tu vas avoir l'aspect produit. Dès qu'on va développer des nouvelles fonctionnalités, c'est toi qui iras faire les user interviews, etc. Donc, en fait, moi, j'ai continué à recruter des profils assez généralistes, mais en fonction de leurs appétences, je leur donnais une spécialisation qui avait un petit impact sur leur agenda parce qu'ils étaient prioritaires sur les missions connexes. Ok. Donc là, ça fait 6 ans, 7 ans, 6 ans que tu es manager. Ouais. Si on prend un peu de recul, quelles sont les erreurs que tu as faites en tant que manager de proximité, manager CEO quelles sont les erreurs que tu as faites qui t'ont vraiment mis dedans ou tu t'es dit rapidement ou pas, faut ajuster et puis surtout dire à quelqu'un qui est à la place à laquelle tu étais il y a 6 ans, ne fais pas ça, c'est la merde. Bah, je pense que quand on devient manager et ce que nous demande notre direction, c'est d'avoir de la vision aussi sur ce qui va se faire à 1 an, à 2 ans. Et moi, je pense que l'erreur que j'ai faite, et encore récemment, c'est le décalage parfois entre la stratégie qu'on veut mettre en place et l'exécution. Et donc moi, j'étais responsable de la stratégie, mais je suis pas en charge non plus de toute l'exécution. Et parfois, il peut y avoir un décalage, et c'est là qu'on a des stratégies finalement qui échouent. Donc je pense que déjà, il faut être consultatif dans la mise en place de la stratégie pour être sûr que derrière, on va être capable d'exécuter et être conscient aussi des enjeux et de la temporalité. Donc, par exemple, moi, quand j'ai voulu séparer, dès le début, quand on s'est dit, bah voilà, les succès, vous gérez les projets, les care, vous gérez les demandes techniques, finalement, j'avais pas assez de care, donc les succès faisaient aussi beaucoup de support et cette situation, elle a duré un peu trop longtemps, ce qui fait que les scopes n'étaient plus très bien déterminés et la priorisation côté CS n'était pas forcément bonne parce qu'ils priorisaient du réactif, donc du support, au lieu de prioriser leur cœur de métier qui était amener au succès, pousser l'adoption, faire de la conduite du changement chez le client, etc. Donc déjà, quand on définit le scope, être sûr que toutes les parties prenantes vont avoir la bande passante pour gérer ces nouveaux scopes. J'ai eu la même chose quand on a mis en place les account managers. Donc, on a pris un account manager, on lui a dit, toi, tu vas gérer les upsells. Sauf qu'il s'est retrouvé à devoir gérer les upsells de 200 comptes. Donc, forcément, il n'y arrivait pas. Donc, beaucoup de frustration pour lui, beaucoup de frustration pour les CS qui disaient, mais on m'a dit de passer par lui, mais lui, il n'a pas le temps. Et donc, après, tu es obligé de rétro-pédaler et d'avoir des zones un peu floues qui peuvent être longues. Et ça, je pense que ça ralentit pas mal le business parce que ça crée de l'incertitude sur qui est censé faire quoi. Donc, je pense qu'il faut, par exemple, nous, ce CAM, on aurait dû lui dire, bah voilà, tu vas gérer que ces 50 comptes-là. Donc, tous ceux qui ne sont pas concernés par ces 50 comptes-là, ne vous mettez pas en tête qu'il y a un changement de scope. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas très bien fait. Et donc, maintenant, quand on veut faire ce genre de changement, on s'aligne vraiment bien avec toutes les parties prenantes, être sûr sur la temporalité. Okay. Et aussi, alignement avec les autres équipes. Donc là, je te parlais du CAM qui, nous, finalement, est parti côté sales. Mais moi, j'avais recruté un business analyst parce que je voulais qu'il aide les CS. Mais finalement, la team data faisait la même chose de leur côté. Donc, mon business analyst a changé d'équipe. J'avais recruté une knowledge manager. Et en fait, ma team Ops a créé un département knowledge. Donc, ils ont aussi récupéré cette partie-là. Et ça peut être un peu perturbant pour les personnes qui sont sur ces postes-là de se dire, mais à quelle équipe j'appartiens, etc. Mais d'un autre côté, moi, j'étais assez content parce que ça me permettait de lancer des besoins et qui après étaient récupérés ailleurs. Donc, ça, je pense, c'est quand même une bonne chose si on voit qu'il y a un peu d'inertie dans la boîte et que ça bouge pas sur certains sujets, de prendre le sujet, de dire, moi, je recrute, de mettre un peu au pied du mur et ça permet de faire bouger l'organisation. Du coup, ça veut dire que tu avais fait ton plan de croissance tout seul
et finalement, t'avais pas vu avec les autres départements et c'était ça le problème, ou il était parfaitement clair que le Key Account Manager, l'Enablement Manager ou autre rentrerait dans ton équipe, et plus tard, avec la réorganisation et la croissance de l'entreprise, ils se sont dit, il faudrait que ça rentre dans notre département. Ouais, c'est après. En fait, vu que nous, on était toujours sur cette logique acquisition-rétention, bah pour moi, le Key Account Manager, c'était de la rétention et du coup, il était chez moi. Sauf que finalement, on a vu que nos enjeux, ils n'étaient pas tant sur la rétention, parce qu'on a un taux de renouvellement qui est très bon. On fait 93% ce quarter, on est content. Mais du coup, c'était plus la partie expansion, tout ce qui était cross-sell, où là, les CSM, ils étaient plus dans leur rôle justement de tiers de confiance, on va dire. Ils n'étaient pas très pushy sur l'upsell et ils n'avaient pas forcément les bons interlocuteurs. Parce que les opérationnels avec qui échangent les CSM, c'est pas forcément les décisionnaires. Et donc, on s'est dit que c'était plus logique que ceux qui avaient l'habitude d'aller parler à des décisionnaires, d'aller faire de la chasse finalement, soit côté sales pour tout ce qui était expansion des comptes. Quels sont les next steps, Guillaume, pour toi? Est-ce que tu pourrais déjà redonner un peu de contexte sur là où vous en êtes à date et puis donner tes next steps avec la temporalité associée? Oui, bien sûr. Donc, nous, on a plusieurs marchés. Je pense que c'est toujours important de se replacer par rapport au marché. On a le marché français qui fait à peu près 10 millions d'ARR chez nous. Et après, on a d'autres marchés comme l'Espagne et l'Italie qui font 3 millions chacun à peu près. Et là, on a des nouveaux marchés comme le MENA, donc Middle East, North Africa et l'Amérique du Sud. Et donc là, on va avoir des stratégies différenciées selon les zones qu'on adresse. Sur la France, par exemple, on va être sur un marché mature. Donc, on est vraiment dans une recherche de scalabilité. Alors qu'au LATAM, on est encore sur une phase de fondation finalement. Et donc là, on travaille plus comme il y a 6 ans là-bas que ce qu'on peut faire sur la France. Mais là, tu as parlé de la situation économique, elle nous impacte tous. Et donc, ce switch aussi de la recherche de la rentabilité plutôt de la croissance a forcément un impact sur ma stratégie et sur notre stratégie au global au niveau de l'acquisition. Donc moi, j'ai un enjeu qui est aussi d'augmenter l'ARR gérée par Customer Success pour aller vers plus de rentabilité. Et donc ça passe par une optimisation de nos process, peut-être une gestion différenciée des différents segments, d'où mon projet SME, Small and Medium Enterprise. Donc le déploiement d'une stratégie low-touch pour mieux gérer notre renta. Après, je vais avoir du coup l'objectif de dupliquer ce modèle français où on a une gestion SME, mid-market qui account sur mes autres marchés. Pour l'instant, en Espagne et en Italie, où on fait 3 millions, on n'y est pas encore parce que pour moi, les équipes ne sont pas suffisamment étoffées pour qu'on puisse avoir cette segmentation et cette spécialisation-là. Et enfin, moi, j'ai un autre enjeu là qui va plus être sur notre cible SMBs. Donc, les Small and Medium Businesses, nous, ça va être tous les commerçants indépendants, les plombiers ou les petits magasins, etc. Eux, ça fait 2 ans qu'on a lancé ce marché-là. On fait à peu près 7 millions d'ARR. Donc on est content, mais on a fait du mass market, on a fait de l'acquisition de masse. Et là, on est en train de switcher de modèle parce que le mass market, le problème, c'est que la rentabilité n'est pas forcément évidente, surtout quand tu vas avoir un niveau d'accompagnement très élevé qui correspond, nous, à notre image de marque. En fait, on voulait pas dégrader notre image de marque Enterprise par une mauvaise gestion SMBs. Et donc, on est en train de pivoter légèrement sur ce côté-là en allant sur de l'acquisition ciblée et donc un pricing peut-être un peu plus élevé avec un accompagnement de qualité. Donc, ce switch, on a quand même 7 millions d'euros déjà présents là-dessus, donc il faut réussir à faire ce changement-là. Ok, bon super. Je vois qu'on a déjà pas mal de votes, n'hésitez pas à continuer. On va commencer par la question de Quentin. Quentin, n'hésite pas à rester sur le chat ou à dire sur le chat si Guillaume a bien répondu à ta question ou pas. Donc, première question, avec des profils et des phases de clients différents, comment objectives-tu l'équipe CSM? Variable, upsell, cross-sell, NPS global ou sur leur portefeuille respectif, renew, churn? Je crois que cette question, je l'entends très souvent et je pense qu'il n'y a pas de… Comment t'es prêt, quoi? En gros, pour être honnête avec toi, Quentin, je pense cette année, on a changé notre modèle d'incentive côté CS et ça faisait 1 an et demi qu'on l'avait pas fait. C'était la plus grande période sans changement depuis le début de partout parce que on le change à peu près tous les ans, le modèle d'incentive, en fonction de l'évolution des missions et en fonction aussi des possibilités. Par exemple, moi, j'ai un marché sur lequel j'ai un produit que je peux pas vendre pour des restrictions légales, logistiques. Forcément, je peux pas donner les mêmes objectifs si la taille du marché adressable est plus faible. Mais aujourd'hui, comment ça se passe? Vu qu'on a une équipe CAM maintenant qui a vraiment grossi, les CS sont seulement honneurs du renouvellement et du coup, tout leur package dépend du renouvellement.
Donc, ils ont un salaire fixe, ils ont un variable qui correspond à peu près à 15% de leur package. Et du coup, ce variable dépend du taux de renouvellement qu'ils ont chaque trimestre. Donc, l'objectif est à 90% et ils ont des paliers à 80, 85, 90 avec des boosters à 95 et à 100. Et en plus de leur package, nous, on leur donne un pourcentage sur toutes les ventes additionnelles qui sont faites sur leur compte. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer de la complémentarité avec les account managers, mais sans qu'ils soient, en fait, sans qu'ils aient la pression de cet objectif-là, mais que ce soit plus un bonus et qu'ils se concentrent sur délivrer de la valeur, donner des opportunités au CAM, et comme ça, ils ont une petite récompense aussi dessus. J'ai plus la réponse sous les yeux. Je ne sais pas si c'était complet. Quentin nous dit ça. Oui, très clair, merci. Alors. T'emballes pas, il y en a d'autres. Question de Mélanie. Mélanie, reste près du chat, s'il te plaît. Quel outil utilises-tu pour gérer le CSM? En fait, nous, notre outil principal, c'est notre CRM, et donc c'est Salesforce chez nous. On a essayé d'utiliser un outil dédié à la plateforme de gestion de CS, mais on n'a pas réussi à bien l'implémenter. On a eu un onboarding assez compliqué sur cette plateforme-là. Et du coup, c'était dur pour moi de conduire le changement sur un outil qui répondait pas parfaitement à nos besoins et on avait un gros enjeu de data qu'on n'arrivait pas vraiment à rentrer dans cette plateforme. Donc, moi, j'ai abandonné ce projet-là cette année. L'idée, c'est vraiment de structurer davantage notre CRM Salesforce et peut-être que l'année prochaine, on reviendra sur un outil de CSM dédié. Et là, je pense que c'était trop tôt et surtout que j'avais pas toutes les ressources nécessaires pour l'utiliser correctement. Donc, c'est plus un problème d'implémentation que de change management. Ouais. Okay. En fait, oui, pour aller au change, il faut d'abord bien l'implémenter et nous, on a bloqué sur l'étape. Mélanie, a-t-on répondu? Est-ce que Guillaume a bien répondu à ta question? Parce que moi, je n'ai rien fait. Yes, parfait. Question de Clara. Fais-tu un accompagnement différent en fonction du panier du client? Si oui, comment? Donc ça va dépendre de la maturité de mon marché. J'expliquais, moi, j'essaie de classifier mes marchés par maturité. Et donc, je vais me dire, j'ai des marchés qui sont en phase de fondation, c'est jusqu'à peu près 1,5 million d'ARR. Et donc là, je vais traiter tout le monde de la même manière. Mon but, c'est d'avoir du referral. C'est d'avoir des résultats et du referral. Et donc, mon staffing est différent que par rapport à un marché mature. Donc, on va avoir cette phase-là de fondation. On va avoir une phase de croissance où là, je vais peut-être compléter, rajouter du support qui était peut-être pas forcément là sur la première phase parce que le CS pouvait la gérer. Je vais avoir une troisième phase qui est l'expansion et la quatrième phase qui est la scalabilité. Et donc, là, je vais avoir en scalabilité, je vais avoir un accompagnement différent. Du coup, moi, je vais considérer des comptes clés au-dessus de 50 000 € d'ARR. Et donc là, je vais avoir des CS qui gèrent moins de comptes et du coup, qui vont être plus disponibles pour tout ce qui est meeting ad hoc, business review, etc. Sur ma cible SME qui va être à moins de 12 000 € par an, là, je vais avoir qu'une seule business review par an, ça va être l'ABR, l'annual business review. Et donc, les touchpoints vont être plus automatisés durant toute l'année que ce que je vais avoir sur les comptes qui rapportent beaucoup. Clara, a-t-on répondu à ta question? Yes, parfait. Question de Margot. Comment arrives-tu à gérer ton temps entre tes missions de CSM et de manager? Alors, je pense qu'aujourd'hui, tu fais plus trop de CSM, tu es complètement manager, mais peut-être que si on revient un petit peu en arrière, comment ça se passait? Ouais, en effet, j'interviens toujours sur des comptes, mais en tant qu'exécutif sponsor. C'est un programme qu'on a mis en place et je pense que c'est assez intéressant d'avoir justement les managers qui viennent sur le terrain et qui sont là pour parler avec les décisionnaires quand il y a des projets qui avancent difficilement ou quand il y a des difficultés. Mais en effet, j'ai plus de portefeuille à moi, mais à l'époque, j'avais du mal à gérer mon emploi du temps. Il n'y a pas de recette miracle. Au début, c'était vraiment compliqué. Et moi, c'était, je travaillais beaucoup. Je compensais juste par le temps passé. Mais je pense que tous les sujets d'organisation, ils viennent de la priorisation et des objectifs qu'on se donne. Donc moi, ce que je fais maintenant tous les trimestres, c'est que je me dis, OK, ce trimestre, c'est quoi mes 4 ou 5 priorités? Quel temps j'alloue à chacune d'entre elles? Et il faut que mon agenda, chaque semaine, reflète ça. Donc, j'ai mis un code couleur dans mon agenda avec des types de missions. Et comme ça, toutes les semaines, je peux checker si je passe le bon... Enfin, si j'alloue bien mon temps, finalement, à mes différents objectifs. Et quand on a quand on a des clients, je pense qu'il faut se dire...
quand on est manager, par exemple, on va se dire j'ai 60% de mon temps qui va être du management, 40% qui va être de la gestion client. Et ben, il faut que j'ai 40% de mon temps qui soit de la disponibilité pour les clients. Et donc ça peut se gérer avec des slots dédiés dans son agenda. Okay. N'hésitez pas à rajouter des questions si vous en avez pendant que Guillaume répond. Moi, je suis en train de pourrir l'onglet questions, donc n'hésitez pas à faire de même. Est-ce qu'on a bien répondu à ta question, Margot? Oui, merci, top. Super. Question de Loïs, pardon. Pour créer cette nouvelle équipe CS, as-tu choisi des profils juniors CS ou est-ce que tu parles de la nouvelle équipe CS qui sont pour la partie low touch, high touch? Est-ce que tu peux préciser dans le chat, s'il te plaît? La base. Hop. À la base. Alors, à la base, moi, j'étais des juniors, mais c'était surtout parce que j'avais pas le choix économiquement. Comme je vous ai dit, on était autofinancé. Moi, j'étais surtout là pour montrer que le modèle allait fonctionner à mon patron. Et donc, du coup, j'ai pris quelqu'un de junior, très motivé. Et je voulais surtout un profil doueur, quoi. Quelqu'un qui avait pas peur de justement avoir des missions très variées et qui allait être finalement, qui allait pas être déstabilisé par l'instabilité finalement d'une startup early stage. Enfin, je sais qu'il y a des profils qui aiment bien quand tout est carré. Moi, je savais à ce moment-là que c'était pas possible que je recrute quelqu'un comme ça parce que rien ne l'était. Il fallait tout construire. Mais je trouve que chez les profils juniors, on a aussi cette flexibilité-là. Chez les profils seniors, on a eu l'habitude de travailler dans un certain cadre, etc. Et ça peut être frustrant de repartir du début, de se dire, ah là, mais c'est écrit où, en fait, ces trucs-là, comment ça fonctionne? Je pense que là, aujourd'hui, on me remettrait dans cette situation-là. Bah, ça sera un peu difficile au début, même si j'aime beaucoup ça. Par contre, quand on a un profil junior, bah, en général, ils sont plus, curieux, avoir envie de faire, et du coup, on peut plus facilement s'adapter à tous les changements inhérents à une startup early stage. Et comment tu trouves ce profil doueur junior qui a envie de tout faire? Parce qu'en entretien, ils sont tous parfaits, les candidats. En fait, je pense que c'est vraiment de la mise en situation. Une fois qu'on a déterminé les missions du CS, donc les missions, comme on a vu, on va les déterminer en fonction de la maturité de sa boîte et de sa cible. Mais après, je pense qu'il faut les mettre en situation. Par exemple, si vous avez une dominante support sur le poste, lui donner 2, 3, 4 supports qui sont réels et voir comment il réagit. Même s'il n'a pas la formation et qu'il n'aura pas la réponse parfaite, il y a quand même une manière de réfléchir, de dire je vais aller chercher l'information à tel endroit, si elle n'est pas disponible, je vais essayer de faire comme si. Est-ce que derrière, la personne va justement se dire ok, comment la prochaine fois je passe moins de temps sur cette tâche? Est-ce qu'il va penser justement à se dire quand je vais gérer cette demande de support, je vais peut-être faire une remontée à l'équipe produit pour éviter que ce sujet revienne. Je vais peut-être aller mettre à jour notre Help Center. Comme ça, la prochaine fois, j'aurai besoin d'envoyer un lien du Help Center. Enfin, il y a toute cette mécanique-là qu'on peut identifier par des cas pratiques. Là, sur les CS, moi, je leur demande beaucoup d'être face aux clients, de démontrer de la valeur. Donc, moi, je leur fais une mise en situation de rendez-vous. Je leur envoie un texte qui leur dit voilà, vous venez d'arriver chez Partout, vous devez renouveler Leroy Merlin la semaine prochaine. Voilà le mail que vous a envoyé Leroy Merlin. Préparez 3 slides, je leur donne un peu de contenu et on fait une mise en situation directement. Et je leur pose des questions qui peuvent être un peu techniques, dont je sais qu'ils n'ont pas la réponse, mais moi je veux voir comment ils réagissent quand ils n'ont pas la réponse. Parce que quand on a la réponse, en général, ça va, on sait tous se débrouiller. Donc de la mise en situation en entretien, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Ok. Question de Elisabeth. Comment identifier les spécialités des CSM? Tu as dit que tu avais donné des petits side projects à chaque personne. C'est la partie salon, referral, user experience. Comment tu as identifié ces spécialités? Est-ce que tu leur as demandé ce qui les chauffait? Est-ce que tu l'as fait selon les compétences? Comment ça s'est passé? Moi, je l'ai fait par rapport à mes besoins. En gros, toutes les autres équipes de la boîte, quand elles avaient un sujet à voir avec les clients, elles venaient me voir moi. Donc moi, j'étais devenu un goulet d'étranglement dans la boîte. Et du coup, j'ai dit, c'est pas possible. Et surtout, je voulais aussi embarquer mes équipes et pas avoir quelque chose de toujours très top-down. Et donc, je voulais les responsabiliser. Et donc, j'aurais dit, OK, quelles sont les demandes que je reçois? Je reçois du commercial, du produit et du marketing. C'est vraiment les 3 grandes dominantes. Et moi, j'avais un 4e besoin qui était l'animation RH de l'équipe.
parce qu'organiser des team building, enfin gérer les trainings, etc., ça prend beaucoup de temps. Et quand on est manager et qu'en plus on a des clients, bah, c'est pas ce qu'on priorise. Donc je suis allé voir des gens dans mon équipe, j'ai dit bah voilà, j'ai ces 4 spécialisations là, qui est chaud pour aller dans chacune d'entre elles, et j'ai eu des gens pour les 4. Et comment tu t'es assuré que ça bouffait pas trop leur temps, puisque juste un peu plus tôt, tu disais que tu avais mesuré le temps qu'ils avaient de disponible, le temps qu'ils avaient par rapport à leurs clients. Comment tu t'es assuré que ce side project ne bouffait pas trop leur agenda? Bah là, j'ai compté sur eux, sur le fait qu'ils le remontent. Moi, je traque pas vraiment l'activité quotidienne, etc. des gens. Je leur fais plutôt confiance et qu'ils me disent chaque semaine, bah voilà, j'ai tel projet qui me prend trop de temps. Et je leur ai toujours dit, si jamais vous sentez que ça devient trop, que vous n'arrivez plus à prioriser, ou vous êtes surchargé, vous n'arrivez plus à vous occuper de vos clients, ça doit jamais arriver. Le client passe toujours avant tout. Bah vous me prévenez et moi je vais échanger avec les managers des autres équipes, et soit on trouve une solution, on délègue à quelqu'un d'autre, ou alors bah, on ralentit le projet, on le décale. Je pense que de toute façon, dans la gestion de son emploi du temps, il faut savoir dire non. Je pense que c'est ce qui est dur, surtout pour des customer success. On aime bien faire plaisir, on aime bien que les trucs avancent, mais voilà, il faut savoir dire non, sinon on est forcément noyé à un moment ou l'autre. Ok. À partir de combien de temps dans l'entreprise as-tu créé le plan d'action à 1 an que tu as évoqué, à la demande du CEO ou de manière proactive? Bah moi, ça faisait 3 mois que j'étais là, et c'était à ma demande. En fait, j'étais convaincu qu'il fallait faire quelque chose, et je sentais bien que c'était pas le sujet principal, et donc il fallait que je l'incarne. Et je savais que si juste je venais en disant bah voilà, il y a des problèmes ou ça serait bien de faire quelque chose, on m'aurait dit ok, mais c'est quoi les next steps? Et donc moi, c'est pour ça que je voulais avoir les next steps directs. Et donc j'ai proposé. C'est ton premier taf chez Partout? Ouais. Ok. J'avais essayé de monter une startup avant, donc j'étais tout seul avant. Et c'est parce que j'ai lamentablement échoué que je me suis j'ai rejoint une boîte jeune, et on va recommencer du début avec déjà des clients et on va voir ce que ça donne. Mais ouais, c'est moi qui ai proposé le plan, et en fait, je me suis juste dit, la première partie de notre présentation, c'était il faut que ce soit une évidence pour eux qu'il faut le faire. Et la deuxième partie, il fallait qu'ils disent ok, ça va pas être trop compliqué, et il y a quelqu'un qui prend le sujet, donc on a juste à dire oui finalement. Donc moi, j'ai une ambition managériale. En fait, en proposant, quand tu as commencé à bosser là-dessus, déjà, combien de temps ça t'a pris? C'était quoi les grandes étapes les grandes slides pour que ça soit une évidence? Et est-ce que l'objectif, c'était qu'à la fin de la réunion, ils disent ok, tu as le budget et tu y vas. Et puis, combien de temps ça a pris pour mettre en œuvre? Beaucoup de questions. Ouais, tu me facilites pas la tâche là. Alors, t'as posé tellement de questions. Non, je te disais déjà, est-ce que tu avais une ambition managériale? Est-ce qu'en créant ce projet, tu t'es dit, l'idée, c'est qu'il me voit comme référent de ce département? En fait, c'était pas vraiment une ambition managériale. Moi, j'avais surtout une ambition de réussite plutôt, dans le sens où je sortais d'un échec de 2 ans de montage de start-up. Donc, je me suis dit, là, j'ai juste envie de tout éclater. Et je m'en fous d'être le manager, parce que être l'expert CS, ça m'allait très bien. J'aurais pu être un très bon contributeur individuel. Moi, j'ai toujours kiffé, en fait, la relation client. Et aujourd'hui, ça me manque même un peu. C'est pour ça que je suis très content d'avoir un programme exact. D'accord? Tu es en train d'écrire un bouquin aussi. Mais du coup, c'est pour ça que moi, j'adore aller en clientèle, donc j'aurais pu rester là-dessus. Et en fait, à la fin de cette réunion, d'ailleurs, mon patron a dit bah go. Du coup, un autre, parce qu'il y avait mes deux, enfin mon CEO et mon CSO, Chief Sales. Et le Chief Sales a dit bah qui s'en occupe? Et mon CEO a dit bah Guillaume, t'es chaud? J'ai dit bon bah vas-y, faut le faire. De toute façon, il y a que moi. Mais quand j'ai recruté mon premier CS, je lui ai dit bah voilà, pour l'instant, il n'y a pas de manager entre toi et moi. Viens, on se donne à 200%. On fait en sorte que le client il soit content et on verra bien ce qui se passe. Et ça, en plus, dans la situ, enfin de fait, je suis devenu manager parce que je prenais le lead sur les sujets, et que bah, finalement ça m'a plu, et j'avais l'impression d'apporter quelque chose. Et c'était quoi les grandes idées que tu as évoquées lors de cette présentation pour que ce soit obvious pour l'ensemble des parties prenantes? À l'époque, déjà, le succès, il y a 7 ans, c'était un peu moins répandu qu'aujourd'hui. Et du coup, je voulais bien leur expliquer c'était quoi le customer success, d'où ça venait, pourquoi on en parlait, pourquoi c'était un sujet, en fait, et que c'était pas juste un nom fame pour dire service client, quoi. Donc déjà, pourquoi c'était devenu crucial, l'émergence du cloud, le fait que les clients pouvaient changer facilement de prestataire maintenant, qu'il y avait besoin de sécuriser. Et après, j'ai essayé de leur démontrer qu'en fait, faire du farming, c'était plus profitable que faire de la chasse. Et donc ça, c'est assez simple. Et il suffit ça, par exemple, de dire, quand on parlait tout à l'heure du plan à 1 an,
Bah, si par exemple, là, vous demandez à votre direction, OK, dans 3 ans, normalement, dans leur business plan, ils ont écrit combien vous ferez d'ARR et il y aura combien sur la base de clients existants. Et en fait, vous verrez que, bah, de toute façon, plus la boîte s'agrandit, plus l'ARR à renouveler est plus important que l'acquisition. On peut pas faire 100% de croissance par an éternellement. Donc, à un moment, on tombe à 80%, 60%. Et en fait, quand on est à 60% de croissance, ça veut dire que sur 30 millions, bah, vous avez la plupart de vos millions qui sont déjà chez vos clients et qu'il faut bien s'en occuper. Donc ça, c'était vraiment le gros axe. En fait, ouais, le farming, c'est plus profitable que la chasse. Et en tout cas, ça va être un levier de croissance dont on peut pas se passer dans les années à venir. Même si aujourd'hui, le focus, c'est la croissance. Et après, l'autre point, c'est que je voulais vraiment aussi différencier le succès du support. Comme je vous ai dit, il fallait pas qu'on soit un centre de coût. J'aurais dit, oui, le support, c'est bien, on est très bon là-dedans, etc. Mais il faut rajouter quelque chose si on veut vraiment faire la différence aussi par rapport à nos concurrents. C'était vraiment ça, les 3 gros axes. Pourquoi faire du succès? Pourquoi c'est plus profitable? Et c'est pas du support. Ok, merci. Voilà. Donc question de Damien. Concernant ton CRM, tu parles de Salesforce que j'utilise également. Tu as créé des automatisations / alertes dans Salesforce par rapport à des triggers d'activité, point d'interrogation, de dernier contact avec le client, point d'interrogation. Plus synthétiquement, comment l'as-tu configuré pour être un atout CSM? Grosse question. Ça, on pourrait faire un webinaire là-dessus. Je me suis dit. En gros, bah, moi, je travaille avec une équipe Ops. Du coup, j'ai une CS Ops Manager comme Elisabeth qui m'aide vraiment là-dessus. Donc, nous, on va plutôt, enfin, de mon côté, je vais plus faire un cahier des charges et dire voilà ce que j'ai besoin de traquer. Voilà ce qui va m'être utile finalement pour améliorer l'expérience client. Et donc, après, c'est mes Ops qui les mettent en place. Mais en effet, on a tout un système de playbook. Alors, maintenant, même notre onboarding, on le gère dans Salesforce. Donc, on a tout un système de tâches. Dès qu'un client est signé, on a tout un système de tâches pour le setup technique, le déclenchement des meetings, etc. Mais en effet, de toute façon, je pense qu'utiliser un CRM, le but in fine, c'est que tout soit automatisé. Donc, c'est le but. Après, techniquement, je pourrais pas te répondre sur quel type d'alerte, etc. on a mis en place. Si on reste un peu plus stratégique pour répondre à la question de Damien, toi, tu as soumis ton cahier des charges à ton Sales / CSOps qui ne fait pas partie de ton équipe. Je suppose qu'il fait partie de l'équipe RevOps. C'est ça. OK. Et le RevOps t'a soumis ces éléments, enfin, ces propositions. C'est ça, parce qu'en gros, moi, je suis pas un expert Salesforce, même si on l'a implémenté en 2017. Donc, moi, en fait, je dis, bah, voilà ce dont j'aimerais, voilà ma stratégie, voilà où je veux arriver, donc voilà le plan d'action, donc voilà les besoins que j'ai en termes opérationnels, en termes d'outillage. Je transmets ça à l'équipe Ops et eux, ils vont me dire, bah, ça, c'est possible sur telle temporalité, ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. Et donc, on co-construit l'outil ensemble. Mais pour moi, il faut pas avancer tête baissée tout seul côté succès parce qu'en fait, on a aussi des implications dans un CRM avec les autres équipes. Nous, on a le marketing, on a les sales qui travaillent sur le CRM. Donc, je pense que c'est bien d'avoir comme ça quelqu'un d'externe, de transverse qui va permettre de coordonner tout ça et d'avoir la bonne configuration dans le CRM. Et comment tu gères le suivi les success metrics de ces playbooks ou tout simplement de ces automatisations dans Salesforce? Comment tu t'assures que c'est un atout pour ton équipe et pas un poids? Bah, quand c'est un poids, en général, on me le fait très vite ressentir. Mais ouais, non, il y a la conduite du changement, elle se fait chez les clients, mais elle se fait aussi en interne. Et donc, c'est toujours un peu compliqué parce que cette partie CRM, elle paraît parfois rébarbative, surtout qu'un CSM, il se dit, mais moi, je connais mes comptes, je sais où j'en suis. Enfin, il en a moins besoin finalement que les autres. Mais je pense que c'est important de montrer aussi l'impact positif que ça a sur lui et sur son travail quand les autres équipes travaillent ensemble. Là, pour moi, c'est plus un sujet de transversalité, d'esprit d'équipe, de dire comment on construit la machine ensemble pour que collectivement, on aille plus loin. Mais après, sinon, on a des dashboards de suivi. Moi, j'ai des dashboards de complétion de tous mes champs Salesforce par CSM. Donc, par exemple, là, je pourrais aller dire, bah, tiens, j'ai tous ces CSM-là qui ont bien tout leur plan d'action pour tout le Q1 qui est renseigné sur leurs opportunités. Et je pourrais identifier ceux qui y sont pas pour les relancer, leur dire est-ce que tu as besoin d'aide, est-ce que tu bloques certains sujets. Et ça, c'est le travail des head-off, du coup. Donc, tu as bien répondu à la question de Damien. Merci. Quelles sont les tâches des CSM, onboarding, adoption, expansion, renewal? Si on va un peu dans le détail, c'est moi qui ai posé la question. Qu'est-ce qui va chez le CSM et qu'est-ce qui ne va pas chez le CSM? Alors, à l'onboarding, nous, on a des care onboarding qui gèrent toute la partie technique, mais le CS rentre dans la boucle dès le début pour s'assurer qu'il y a une... En fait, le CSM, il arrive et il va déterminer le success plan.
Il va dire, OK, pourquoi vous avez signé? Quels sont vos objectifs? Quels sont les KPI qu'on va suivre? En gros. Et en fonction de ça, il va se coordonner avec le Customer Care pour dire, bah voilà le setup qu'on doit mettre en place pour qu'ils atteignent ces objectifs-là. Toute la partie setup, elle est côté Care. À la fin de cet onboarding, donc le Care et le Success vont le présenter au client pour s'assurer qu'on est bien aligné. Donc sur l'onboarding, c'est plutôt du binôme. Sur la partie adoption, c'est beaucoup le CS, mais là, qui va travailler avec toute la partie product marketing. Nous, dès qu'on release une nouvelle feature, par exemple, bah, c'est le product marketing qui nous fait énormément de contenu. Et donc, le CS, lui, doit plutôt le délivrer auprès des clients en one-to-one. On essaie toujours d'avoir plusieurs niveaux de communication, finalement. On va avoir le niveau à l'ensemble des clients, un pop-up dans l'app, par exemple. Et puis après, dans les rendez-vous, on insiste sur chacune des features. Mission très, très CS pour le coup. Et l'expansion, le rôle du CS, c'est vraiment de créer des opportunités ou de les identifier. Donc, on va aller parler des sujets de demain un peu. On va voir si ça prend. On va poser des questions sur la stratégie côté client. Par exemple, je sais pas, est-ce que vous avez prévu de revoir votre stratégie digitale l'année prochaine? Oui, vous allez travailler sur tel aspect. OK, bah chez nous, ça déclenche une opportunité sur un produit. Et là, on ajoute un CAM dans la boucle. Et sur la partie renouvellement, le CS est en autonomie, sauf s'il y a besoin de renégocier le contrat, où là, on va appeler un CAM. En fait, si on est sur un renouvellement ISO, on se dit qu'il n'y a pas besoin de solliciter un commercial. Ok. Je suis désolée, j'ai encore quelques questions. Tu dois être lessivé. Je t'en prie, je vais boire un peu d'eau. Vas-y, je t'en prie. On espère que c'est de l'eau. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour lancer le programme Low Touch, sachant que vous avez quand même pas mal de questions de clients aujourd'hui, vous en as 40 CSM. C'est tard pour lancer un programme Low Touch qui pourrait significativement alléger le taf des CSM. Pourquoi ce choix? Il y a plusieurs raisons. Une des premières, c'est qu'en fait, vu qu'on était autofinancé, nous aussi, on recrutait des succès dès qu'on avait le besoin qui arrivait. Et du coup, on n'avait pas pu allouer vraiment clairement tel type de compte à telle personne. Et donc, les portefeuilles étaient assez éclatés. En fait, un CS, il pouvait gérer 3 key accounts, 15 mid-market et 30, et 30 SME, par exemple. Donc, et faire des transitions de compte, je trouve que c'est toujours un moment à risque. Finalement, quand on change de CSM, c'est toujours l'occasion pour le client de se dire, en fait, est-ce que je suis bien avec eux? Est-ce que c'est pas l'occasion de changer? Et donc, nous, on a préféré la stabilité plutôt qu'à changer trop vite. Et là, on a eu un impératif qui a fait qu'on devait accélérer sur cette partie-là. Mais en fait, la partie SME, on se dit, bah, c'est facile. Enfin, on dit au CSM d'en faire moins sur chaque compte. Mais en fait, on ne peut pas juste donner moins. Il faut qu'on donne plus ailleurs. Et du coup, ce ailleurs, moi, j'avais pas de ressources internes pour le faire. Donc là, par exemple, cette année, j'ai pu mobiliser mon équipe design, product marketing pour faire des vidéos qui vont nous permettre de faire un complément d'accompagnement en fait sur nos clients SME, ce que j'avais pas avant. Donc en fait, avant, je leur aurais juste dit, bah, en fait, on va vous donner moins. Alors qu'aujourd'hui, je vais même rassurer moi mes sales en disant en fait, avec cette nouvelle stratégie, je vais apporter plus aux clients. Parce qu'avant, vu que c'était les petits dans le portefeuille, ben, on les priorisait pas, donc on avait un churn plus élevé qu'ailleurs. Là, avec ce nouvel accompagnement, on va apporter plus de valeur à chacun d'entre eux. Donc, j'avais la capacité de rassurer aussi côté sales. Et avant, en fait, cette cible SME a représenté vraiment une petite partie de notre ARR. Nous, on avait vraiment beaucoup dans le mid-market et dans les key accounts, mais assez peu de SME. Avec là, le fait qu'on qu'on ait beaucoup plus de parts de marché. Finalement, les gros, ils sont tous implantés soit chez nous, soit chez des concurrents. Et du coup, on allait aussi chercher des plus petits comptes. Et donc là, ça devenait plus urgent d'avoir une stratégie dédiée. Ok. Est-ce qu'il y a eu des loupés, pardon, question de Quentin, est-ce qu'il y a eu des loupés dans la répartition des tâches entre les services et qui auraient mené à une réévaluation des missions, services qui se marchent sur les pieds, etc. Ouais, ça, il y en a tout le temps, hein. Des problèmes de répartition des tâches. Là encore, ce mois-ci, je suis encore en train de revoir la répartition du scope entre les CAM et les success, notamment sur cette partie renouvellement. On se dit, bah voilà, s'il y a un renouvellement, mais qu'en fait, nous, on facture par nombre d'établissements de nos clients. Ouais, on travaille avec Carrefour, LCL, etc. Et donc, notre unité, c'est le nombre de magasins. Et en fait, quand on rajoute des magasins,
est-ce qu'on fait intervenir un CAM ou non? C'était un gros sujet. En fait, là, on s'est dit, si le prix est ISO et qu'il n'y a pas de négociation, il n'y a pas besoin. Mais tous ces petits ces corner cases, en fait, il fallait les définir clairement. Et encore aujourd'hui, on est en train de l'ajuster. Donc, avec les CAM, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Aussi, en fonction de la taille de l'équipe CAM. Comme je vous ai dit, elle est arrivée après. Et du coup, ils n'avaient pas forcément la bande passante pour gérer l'ensemble des sujets. Donc, je pense que de toute façon, les scopes, je trouve ça sain de les réévaluer tous les 6 mois, tous les 1 an, de se dire, OK, qu'est-ce qu'on a dans notre scope et qui gère quoi? Et ça vaut avec les sales, mais ça vaut aussi avec les care. Par exemple, sur l'onboarding, avant, c'était le success qui leadait l'onboarding. Donc, le care, il était vraiment en support technique. Sauf que nous, les care, on s'est dit, bah, nous, on n'a pas envie d'être juste la plante verte dans le rendez-vous qui dit oui, je vais faire les trucs. Et donc, on s'est dit, OK, bah, on va vous passer cette partie du scope. Vous allez être les leads de l'onboarding et comme ça, vous allez monter aussi en compétences là-dessus. Et ça, voilà, on l'a fait au bout d'1 an et demi. Mais je trouve ça très sain de le faire. Là, par exemple, avec la data, nous, on fait des dashboards aussi spécialisés pour nos clients. Et donc, c'est le success qui est censé être en lien avec le client. Mais là, on se dit à quel point on peut pas les mettre directement en relation avec nos data analysts pour éviter que le CSM se fasse juste passe-plat dans cette relation-là. Donc, oui, il y a eu des loupés. Il y en aura encore, je pense. Mais l'important, c'est assez régulièrement de regarder ce qui se passe et de réajuster. Ça marche. Tu as bien tu as bien répondu, pardon, à la question de Quentin qui ne se sent plus seul parce qu'il a les mêmes galères. Donc, tu as parlé tout à l'heure d'études de cas où tu as dit voilà comment les autres entreprises marchent, voilà comment elles sont organisées. Où est-ce que tu as pu trouver des cas similaires avec des chiffres? Où est-ce que tu es allé chercher tout ça? Bah, il y a quand même pas mal de transparence, je trouve, sur Internet. Donc, sur certains blogs, on peut avoir des infos. Il y a Follow Tribes, notamment, qui a pas mal d'articles assez actionnables. Ça a été fait par mon patron. C'est un peu de la pub déguisée. Non, mais moi, au tout début, bah, je faisais beaucoup de meet-up. C'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs, Elisabeth. Les meet-up, les events CS comme Engage Paris, où on peut rencontrer des gens et après demander des infos. Moi, j'en fais encore d'ailleurs beaucoup de calls avec des homologues, des head of CS, leur demander comment ça se passe. Et d'ailleurs, tous les gros chantiers qu'on a eu chez Partout, on s'est toujours inspiré de ce que faisaient les autres. Nos CEO, ils sont toujours en contact avec des CEO d'autres boîtes. Donc moi, parfois, je leur dis, tu peux pas aller demander chez eux comment ils font, comment ça se passe. Par exemple, j'ai un sujet d'externalisation qui pointe le bout de son nez. Bah, du coup, comment ils font les autres, qui sont les boîtes qui le font le mieux, etc. Enfin, je pense que c'est vraiment par l'échange en fait avec des pairs que vous aurez le plus d'informations. Top. Eh ben, écoute, Guillaume, je vais te laisser tranquille. Il y a 2 questions qui restent, mais comme c'est moi qui les ai posées, je vais te laisser tranquille. Je te remercie beaucoup pour ton temps et pour ces questions, pour tous ces éléments de réponse qui sont hyper riches, moi, qui m'ont vachement aidé. Merci à tout le monde d'avoir participé. Quentin, pour terminer, est-ce que tu as un conseil à donner pour tous ceux qui sont en train de monter leur équipe? J'ai plein de conseils. Mec, 3 minutes. Non, mais du coup, je vais faire quoi? Enfin, je pense que l'important, c'est d'avoir une certaine vision de là où on va à moyen terme. Parce qu'à long terme, ça sert à rien de faire des plans sur la comète. Et surtout, de pas non plus voir trop gros, trop loin. Moi, par exemple, au début, j'étais hyper... il faut que j'ai une customer health. C'était mon dada. Il faut que j'ai une customer health, que je puisse voir l'état de santé de mes clients. Encore aujourd'hui, j'en ai pas. et je le vis très bien. Donc, pas non plus trop se focus sur des concepts qui sont pas réplicables chez soi, mais surtout avoir une démarche itérative et se dire, bah voilà mon plan à moyen terme, mais tous les 3 mois, tous les 6 mois, je réévalue mes ressources, je réévalue mes résultats et d'itérer sans cesse. Je pense que c'est le meilleur moyen de réussir. Sinon, après, on devient trop rigide et puis on fait pas... Enfin, c'est plus dur de survivre aux crises et aux instabilités qu'il peut y avoir. Donc, ouais, je dirais avoir d'abord un plan à moyen terme et surtout itérer sans cesse. Super. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, merci aux participants. Et puis, on se voit le mois prochain pour un nouveau webinaire. Merci. Salut Guillaume. Bonne semaine. Bye.